Eh bien, je suis né à Tunis, il y a 97 ans. Je garde de la Tunisie des souvenirs inoubliables. J'avais une sœur, 2 ans, mon aîné. On a visité avec mes parents, mon père qui était ingénieur des travaux publics. On a visité la Tunisie. Et mon père a été blessé grièvement à la guerre 14-18. Alors on allait de temps en temps à côté de Tunis, à Carthage, où il y avait un hôpital. Il allait se faire soigner ses différentes blessures. Je vous disais que j'ai des souvenirs inoubliables de la Tunisie, et je regrette d'avoir quitté ce pays, mais il fallait que mon père ait été muté à Clermont-Ferrand, et on a retrouvé l'Auvergne, qui était le berceau de la famille. On est auvergnat, de père en fils, là, depuis fort longtemps. Alors j'ai fait mes études, moi, à Clermont-Ferrand, au lycée Blaise Pascal, qui a été le lycée de Giscard d'Estaing, jusqu'au bac de Mathelem et de philo. Et je suis parti à Grenoble faire des études d'électrochimie et d'électrométéorologie. Alors là, à Grenoble, il y avait 3 ans d'études dures, avec beaucoup de travaux pratiques. Et j'ai fait de la PMS. Vous savez ce que c'est que la PMS? Pas du tout. La préparation militaire supérieure. Pendant 2 ans, il fallait prendre une option scientifique. J'ai pris l'artillerie pour faire du cheval, et au bout de 2 ans, vous êtes reçu ou vous n'êtes pas reçu. Hein. Ouais. Alors, au bout de 2 ans, je suis allé faire mon service militaire à Avord, où il y avait une école d'élèves officiers. Et là, pendant 6 mois, pendant un hiver terriblement froid, on a fait de l'exercice militaire, bien sûr, du commandement. Et après, à la fin des 6 mois, suivant votre rang de sortie, il y avait un grand tableau, et avec les affectations possibles. Et sur ces affectations, moi j'ai choisi Marrakech. Marrakech, il y avait une escadre, et j'ai été muté à Marrakech avec le grade d'aspirant. Et pendant nos études d'aspirant, là, il y avait un dénommé Cassel. Je vous cite ça, mais je ne sais pas si vous le regarderez. Cassel, ça s'écrivait K-A-C-E-W. Quand il a passé l'examen pour le sortie, il y avait le capitaine, le nom me reviendra, qui lui a demandé comment se fait-il que un Français dont le nom commence par un K et qui se termine par un W puisse être officier de l'aviation française. Si finalement il a été simplement, il est sorti avec le grade de sergent-chef. Mais il a fait une très belle guerre dans l'armée de Gaulle, et c'est lui qui est devenu Robin-Garry. Alors, pendant qu'on faisait les études, il nous lisait le soir, puisqu'on avait des dortoirs où on était une quinzaine, il nous lisait des extraits de son livre qu'il écrivait. Là, voilà. Que de vous dire un peu. Alors, étant muté à Marrakech, on est parti à quelques-uns qui étaient pour le Maroc, où on a rejoint nos différentes affectations. Moi, j'étais sous-lieutenant à
à Marrakech sur un Mio 143. Vous savez ce que c'est qu'un Mio 143? Oui. C'est une grosse bête, hein, mais facile à piloter. Alors, on s'est entraîné là pendant un certain temps. Notre escadre était composée de Hypothèse 540, une autre grosse bête là aussi, mais moins rapide. Et alors, le 3 septembre 1939, ça a été la déclaration de guerre. On est parti avec nos amis 143 à Oran. Oran a un terrain d'aviation sur la Secra, c'est-à-dire un lac salé, sans eau, bien sûr. Et les avions sont restés là. Chaque jour, on avait un objectif, mais on n'a pas bougé d'Oran. Et quand on est reparti d'Oran, pour rejoindre de nouveau Marrakech, là, les avions ne voulaient plus marcher. Ils avaient tellement ingurgité de sable salé qu'ils ne voulaient plus marcher. Et quand on est arrivé à Marrakech, on a été affecté sur Douglas DB7. C'est un bimoteur. Et on s'est entraîné sur bimoteur pendant un certain temps. Et on a touché des Glenn Martin. Glenn Martin. Moi, j'ai été muté à Casbatadla, à l'école de pilotage. J'étais observateur. J'étais breveté observateur. Mais on a voulu que je sois pilote. Et je suis allé à Casbatadla, qui est un pôle de chaud, hein. Il faisait une température excessive à Casbatadla. Et c'est là où l'armistice nous a rejoint. Alors, à l'école de pilotage, l'armistice nous a rejoint. J'ai été démobilisé à Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, j'ai appris que il y avait des chantiers jeunesse d'aviateurs dans le midi de la France, du côté d'Ambert, où on pouvait peut-être passer, si on se débrouillait bien, en Espagne pour rejoindre De Gaulle. Mais je suis allé là, mais impossible de passer, c'était l'hiver, j'ai un froid de loup là aussi, hein. J'ai pas pu passer, mais j'ai reçu un télégramme officiel m'enjoignant de rejoindre Alger, au chantier de jeunesse d'Algérie, et Tunisie et le Maroc, ce qui m'a permis de pouvoir visiter la Tunisie de nouveau et pouvoir visiter et regarder ce qui se passait. J'ai été arrêté par la DST et mis en prison à Tunis pendant 6 mois. J'ai été libéré le 8 novembre 1942, au moment du débarquement des Alliés en Afrique du Nord. L'opération Torche. Pardon ? L'opération Torche. Oui, c'est ça. Exactement. Il faudra peut-être que vous disiez un peu ce que ça représente, tout ça. Ça va quand même ? Très bien. Voilà. Alors, là, j'ai rejoint donc Alger. On est venu me chercher et j'ai été affecté au 252, un groupe sur Douglas DB7, qui avait comme insigne le Bougnat. L'insigne d'aviateur, le Bougnat. Et j'ai fait quelques missions. Hein, on surveillait la côte, hein, et à un certain moment, j'ai été affecté pour partir aux États-Unis, m'entraîner sur les avions modernes de guerre. Alors, j'étais affecté donc au CFPNA. CFPNA, c'est Centre de formation. Le centre de formation de pilotage. Des personnels navigants aux États-Unis, en Amérique. Alors, j'ai amené par bateau un groupe de 15 aviateurs, 150 apprentis aviateurs, et on est arrivé dans les États du sud des États-Unis pour profiter du beau temps et de pouvoir voler nuit et jour sans
froid, en toute liberté. Alors, j'ai fait on a commencé à Tuscaloosa. C'est une ville d'étudiants de l'Alabama. On restait environ 3 mois à s'entraîner sur les avions. C'était le Stearman, PT-17 et PT-19. Alors, après 3 mois, si vous y étiez apte, il y avait beaucoup d'hécatombes au pilotage, et ceux qui n'avaient pas la possibilité de faire du pilotage, ils partaient dans d'autres formations, soit comme navigateurs, s'ils étaient officiers, soit comme mitrailleurs ou mécaniciens. Après 3 mois, après chaque passage dans les bases, on arrivait au bout de 10 mois à peu près sur les avions de guerre, dont le Marauder. Là, le Marauder, c'était l'avion mythique. J'ai eu un grave accident, pas moi, mais mon mécanicien a été tué à bord de mon avion. C'est un drame, ça. J'ose pas en parler. Vous savez, ce garçon de 20 ans. Et je vais vous dire un petit mot quand même sur son accident. On était à Biskra à l'entraînement, Biskra en Algérie. Et les mécaniciens officiels de l'avion sur lequel on volait m'ont demandé si je pouvais l'amener. C'était lui qui était responsable de l'avion. Je lui ai dit, si vous êtes apte à voler, oui, vous pouvez monter. Il a pris la place de mitrailleur. Alors, au moment où on essaye les armes, il avait pris la place de mitrailleur au sabord. Le sabord, c'est les mitrailleuses qui sont sur latéral. Et mon mécanicien officiel de mon équipage était mitrailleur de queue. Et le mitrailleur qui était le mécanicien de l'avion a lâché une rafale à l'intérieur la mitrailleuse s'est rabattue à l'intérieur et a découpé des parcelles d'aluminium qui sont allées se ficher chacun dans les fesses de mon pauvre mitrailleur, qui avait 20 ans. Alors je téléphone à la tour de contrôle en disant que j'avais rien blessé à bord, et ce sont des officiers de la RAF qui étaient mobilisés à l'hôpital de Biskra. Et quand j'ai annoncé que le garçon avait été blessé, ils ont eu l'air très inquiets. J'allais le voir tous les jours. Et là, l'hôpital était tenu par les chirurgiens de Constantine. Et j'ai vu ce pauvre garçon ouvert depuis le sternum jusqu'en bas, tous ses intestins à l'extérieur. Bon. Et puis, alors, on est resté quelques jours. J'allais le voir tous les jours, ça allait bien. Et on est parti un jour. Il a fallu qu'on rejoigne la France, et les combats. Et j'ai appris qu'il était décédé. Donc, j'ai vu ses parents. Et il y a quelques jours, j'ai eu un coup de téléphone d'une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, je suis la sœur du sergent Plumet. J'ai dit, mais comment vous avez eu mes coordonnées? Il m'a dit, c'est facile avec Internet, tout. Et elle doit venir me voir. Et c'est la jeune sœur de ce sergent Plumet qui doit venir me voir. Et qui est installée à l'île de Ré, pour l'instant. Aux États-Unis, alors on a commencé par l'entraînement sur petits avions, biplans, monomoteurs. Et en dehors des heures de vol, on était libre de circuler. J'étais chef de détachement. Je vous dis que 150
garçon libre dans les États-Unis, ça fait des dégâts, hein, quelquefois. Et il faut les tenir bien comme il faut. Et chacun avait une histoire à raconter ou à faire, en plus. Hein. Bon, ça s'est passé. Mais sur les 150, j'en ai ramené que 60 à peu près, parce que les éliminations étaient nombreuses, et j'ai ramené donc 15 équipages constitués en France. C'est là où ils se sont répartis entre les différents groupes qui ont fait des missions sur la France, sur l'Allemagne, sur les poches de l'Atlantique. Dans votre détachement, donc c'était quel détachement? Quatrième. Le quatrième. Quatrième. Il y en a qui passaient sur chasseurs aussi. Ah oui, oui. Ah mais alors quatrième, ça a été rien que des bombardiers. D'accord. Mais effectivement, il y avait la discrimination entre les bimoteurs et les monomoteurs. Motomoteurs, c'était les chasseurs. Ils sont partis, ils sont rentrés en France en même temps que nous à peu près, mais en détachement spécial. D'accord, donc le détachement, il avait vocation soit à aller sur monomoteur, oui, soit sur... à tous les détachements, il y avait ça. D'accord. Moi, j'ai choisi bimoteur parce que je comptais engager dans les forces françaises libres. On a rejoint la France, chacun a choisi son groupe, et j'ai fait partie du groupe Bretagne, qui est un groupe de la France libre. C'est le seul groupe qui avait droit à la croix de Lorraine sur son fuselage. J'ai fait quelques missions, là, les dernières ont été sur les poches de l'Atlantique, hein, où on a bombardé, là, où on a libéré les poches de l'Atlantique. Partir en mission, d'abord il y avait les ordres de mission. La veille, vous saviez si vous faisiez partie des missions du lendemain. Auquel cas, vous étiez convoqué au briefing. Là, on vous expliquait le trajet, les risques de DCA et les dangers possibles. Et l'objectif. Alors, nos camarades qui étaient chefs, leaders, ils venaient nous réveiller la nuit, ils disaient, demain matin, on a une mission terrible. Ah bon, on acceptait très bien toutes ces missions. Voilà. Que vous dire de plus, là? Le déroulement de la mission, le briefing du matin. Le briefing du matin. Alors, le briefing, le briefing du matin, vous saviez l'objectif et le nombre de canons qui vous attendaient. Alors, c'est un peu stressant, tant que vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes un peu stressé, mais dès que vous êtes dans l'avion, parce qu'il fallait attendre certaines heures pour déclencher l'opération, là, l'attente était un peu pénible. Mais dès que vous étiez dans l'avion, dans l'action, vous ne sentiez plus le danger, pas du tout. Voilà. Alors, pour l'opération de bombardement, il y avait un moment crucial, c'est où vous êtes en dehors des temps, vous êtes aux ordres du bombardier puisque vous suiviez le PDI, c'est-à-dire le pilote qui vous indiquait la direction à suivre, et là il fallait plus bouger du tout, il fallait maintenir l'avion horizontal de façon à ce que les bombes tombent normalement. Il y a des fois où c'était très difficile à tenir le cap, parce que la dernière mission, sans savoir que c'était la dernière mission, on avait attaqué un dépôt de munitions allemand. Et au moment où on attaquait l'objectif, les déflagrations, on avait tellement bien bombardé que les déflagrations a fait que tout le flight a été dispersé. Et là, j'ai un résumé de cette mission. Et si vous voulez, je vous passerai le bouquin.
à condition que vous le rendiez. Hein. Bien sûr. Ouais. Alors, quand on arrivait sur l'objectif, on voyait les éclats noirs, et dès que vous entendiez les éclats, c'est que vous aviez des éclats dans votre avion. Et je me demandais pourquoi, au moment où vous lâchiez les bombes, il n'y avait plus du tout de BCA. J'ai demandé à un jeune ingénieur des Sceaux, qui était malgré lui, puisqu'il était de Strasbourg, pourquoi ça se passait comme ça. Il m'a dit parce que dès qu'on entendait les bombes ouvrir la trappe, on se mettait tout de suite dans les abris et on tirait plus. Alors on avait toujours une cible de rechange, par exemple sur Schweinfurt. Schweinfurt c'est la seule ville qu'on ait bombardée à l'intérieur, parce qu'on était des bombardiers de précision. On avait des objectifs comme des ponts, des voies ferrées, des gares, mais jamais de ville, sauf à Schweinfurt, qui était l'endroit où on fabriquait des roulements à billes. Alors on a attaqué Schweinfurt, et là, évidemment, il y avait une grosse DCA. On a essayé de s'en sortir le mieux possible. J'ai été démobilisé et j'ai pris ma vie civile. J'étais ingénieur électrochimiste et électrométallurgiste. Je n'ai pas en fait exercé mon métier véritable. Je suis rentré chez Esso, dans les pétroles. Alors, ce qui m'a permis quand même de voyager pas mal, et surtout au Sahara. J'ai beaucoup visité le Sahara pour des raisons professionnelles et pour visiter le Sahara avec ma femme. J'ai fait partie d'une société qui utilisait 3 avions, des tripasseurs, vous voyez. Alors on a pu, avec ma femme, parcourir le Sahara.